de la vie parlementaire d'un pays, celui-ci en est un, c'est un moment de vérité. Le moment où les responsables sont contraints d'étaler le résultat désastreux de 5 décennies de gestion dispendieuse. Le spectacle piteux d'un effondrement pour le pays, d'un désastre pour les Français d'aujourd'hui et parce que les conséquences engagent les générations de demain pour la nation. Et c'est dans ces moments de crise, dans ces moments où le roi apparaît nu, que se révèlent dans le naufrage des formations déconsidérées les petites et grandes lâchetés, les opportunismes honteux, les connivences cachées. Je n'aurai pas la cruauté de décrire les méprisables roucoulades d'aspirants ministres auxquels nous assistons. Le paysage politique français est clairement sous haute tension. Cet appel de Marine Le Pen à dissoudre l'Assemblée, lancé depuis la tribune, ça sonne vraiment comme un ultimatum, non ? Presque une mise en demeure pour Emmanuel Macron. Ah oui, absolument. C'est un moment de vérité assez brutal, où on voit bien les fissures du système actuel exposées au grand jour. Et puis cette alternative qu'elle incarne, qui se pose avec une force, disons, renouvelée. Et particulièrement offensive. Il faut analyser ça de près. Ce n'est pas juste une déclaration. Alors le premier point de son attaque, c'est le bilan. Ou plutôt l'absence de bilan, selon elle. Les mots sont très durs. Gouvernement fantôme, elle parle de 5 lois en 8 mois. C'est une charge frontale contre l'efficacité même du gouvernement Borne, et donc indirectement contre le président. Oui, on sent bien la volonté de dépeindre un pouvoir impuissant, presque juste décoratif. Mais est-ce que c'est seulement de la rhétorique parlementaire un peu musclée ou est-ce que ça touche vraiment une corde sensible ? Est-ce que la machine institutionnelle patine vraiment à ce point ? Je crois que c'est bien plus que de la rhétorique. C'est une stratégie narrative. Elle est redoutablement efficace. La critique est acerbe, c'est sûr, mais elle ne reste pas dans le flou. Elle s'appuie sur ce chiffre, qu'il soit exact ou une perception bien entretenue, des 75% de Français qui voudraient voir le gouvernement tomber. Ce chiffre qui devient une arme en fait. Exactement. Une arme pour dépeindre un pays non gouverné qui flirte avec l'effondrement, c'est ses mots. Elle transforme une motion de censure, qui est un outil parlementaire somme toute classique, en un diagnostic de crise systémique. Et la cible finale, il ne faut pas se tromper, c'est Macron. L'accusation est très grave. Il ne serait plus l'arbitre impartial, celui de l'article 5 de la Constitution. Oui. Mais juste un chef de petit parti, préoccupé seulement par la survie de son propre camp, qui est minoritaire. C'est une attaque sur sa fonction présidentielle même. Et elle ne s'arrête pas là. Elle essaye d'habiller tout ça d'une légitimité constitutionnelle. C'est assez malin d'ailleurs. Elle brandit l'article 12, ce fameux pouvoir du président de dissoudre l'Assemblée. Le pouvoir discrétionnaire. Voilà. Mais là où ça devient intéressant, c'est qu'elle fait un pas de plus. Elle transforme cette prérogative en obligation. Face au blocage, dit-elle, dissoudre ce n'est plus une option, c'est un devoir. C'est une interprétation audacieuse, non ? Presque une injonction. Extrêmement audacieux. Et c'est précisément là qu'on touche au cœur de sa stratégie Agneux. Elle tord l'esprit des institutions pour que ça serve à son propos. Obligation. Le mot est fort, oui. Est-ce que c'est une lecture fidèle de l'esprit de la veille qui est conçu pour surmonter les blocages, ou est-ce que c'est une instrumentalisation tactique pour coincer Macron ? Et pour donner du poids à cette thèse de l'obligation, elle convoque l'histoire. Oui, 62, 68, 86, 97. Elle sort toute la liste, autant de dissolutions qu'elle présente comme des précédents qui justifient son appel aujourd'hui. Le message subliminal est clair. Regardez, ce n'est pas moi qui invente. C'est la pratique constitutionnelle. C'est De Gaulle, c'est Mitterrand, c'est Chirac. En substance, la Constitution et l'histoire sont avec nous. C'est habile. Mais est-ce que c'est vraiment honnête ? C'est là peut-être que le bât blesse. Est-ce qu'on peut vraiment mettre sur le même plan la crise de mai 68 ou les cohabitations de 86 et 97 qui étaient, somme toute, assumées dans un bipartisme et la situation actuelle? On a une tripolarisation, une majorité présidentielle seulement relative, les contextes sont radicalement différents. Ça ressemble un peu à du cherry-picking, non ? Choisir les exemples historiques qui arrangent son récit. Exactement. Et son argument pour contrer ça, c'est de dire « Oui, les contextes sont différents, mais la situation actuelle est pire, elle est plus grave. »
Ah, d'accord. Elle additionne tout, la paralysie législative à cause de l'absence de majorité absolue, une crise sociale qu'elle décrit comme latente, prête à exploser, la crise financière avec les déficits, la dette. Le contexte international instable. Tout y passe, le tout sur fond de guerre en Ukraine, d'instabilité internationale. Son syllogisme, c'est « si on a dissous pour moins grave par le passé, alors aujourd'hui c'est une nécessité absolue ». C'est une manière de dire que le retour au peuple, c'est la seule soupape de sécurité prévue par la Ve République. Et on note au passage comment elle en profite pour se poser en gardienne du temple de la Ve. Oui, tout à fait. En taclant ceux comme la France Insoumise qui appellent à une vie république, elle dit en gros, pas besoin de changer les règles, il suffit de les appliquer correctement et c'est nous qui savons le faire. C'est un positionnement très très calculé. Très calculé. Et ça mène directement à une charge beaucoup plus personnelle contre Emmanuel Macron. Ce que l'on retiendra surtout, c'est la solidarité inébranlable et malvenue d'anciennes forces politiques qui ont en commun le poids d'un bilan déshonorant et pour seul projet de se maintenir au pouvoir coûte que coûte, quoi qu'il en coûte, dirait quelqu'un. Aujourd'hui ne se joue pas le sort politique d'un homme qui sait que les exigences du combat politique dépassent évidemment les personnes. C'est l'honneur de la politique et c'est parfois la noble servitude que de l'accepter. C'est pourquoi je m'étonne que M. Bayrou ait pu à un instant croire que je pouvais lier ma décision de voter ou non la confiance à mon intérêt personnel. C'est mal connaître le Rassemblement national et c'est ignorer l'intensité de notre engagement exclusif au service de la France. Ce moment marque la fin de l'agonie d'un gouvernement fantôme. D'un gouvernement qui n'eut de gouvernement que le nom. En 8 mois, des ministres souvent invisibles ou transparents n'ont été capables de produire que 5 textes législatifs, dont 3 sur Mayotte en raison du dramatique épisode Chido. À l'évidence, le pays n'est pas gouverné. Est-il même seulement administré? Dès lors, à quoi bon maintenir un gouvernement qui ne gouverne pas? Les Français ne s'y trompent pas puisqu'ils sont 75% à souhaiter la censure de ce gouvernement. Et vous, Monsieur le Premier ministre, vous êtes si habitué à la déconnexion de la représentation parlementaire avec l'opinion que vous vous étonnez que les députés, dans leur majorité, puissent exprimer cette volonté populaire. Nous vivons l'effondrement d'un système qui croit pouvoir tirer du constat scénarisé de ses échecs une nouvelle virginité politique. Faut-il fonctionner en vertu d'une pensée magique pour croire qu'une sorte de born-again, d'évangéliste américain, permettrait d'obtenir le pardon céleste et l'onction démocratique divine? Cette légitimité que le peuple, battant de l'échec, ne reconnaît plus à des dirigeants faillis. Dirigeants de droite comme de gauche, vous êtes coupables. Vous ne pouvez pas pleurer devant les caméras les conséquences des méfaits que vous avez vous-même commis. Curieux procédé, en effet, de brandir les dettes dont on est comptable, les déficits dont on est responsable, l'effondrement général dont on est coupable pour chercher à obtenir la confiance du Parlement. Pas moins paradoxal, Monsieur le Premier ministre, au moment où vos fonctions vous donnaient le devoir d'appeler à l'unité du pays, de désigner à la vindicte publique une classe d'âge. Ne cherchez pas à vous exonérer à mauvais compte des responsabilités d'un système que vous soutenez vous-même depuis 40 ans, et tout particulièrement dans les rangs macronistes depuis 8 ans. Vous cherchez à présenter les gouvernements passés comme irresponsables. Eh bien, permettez-moi de vous le dire, si la classe politique qui a conduit la France dans le mur est bien irresponsable, ce n'est pas au sens où vous employez ce terme. Ce à quoi nous avons assisté durant la dernière année, c'est à un naufrage. Un triste spectacle dont la seule vertu sera, je l'espère, de mettre fin au supplice des Français et en accélérant l'histoire de préparer la grande alternance. Les informaticiens parleraient de reset, cette action qui consiste à réinitialiser la machine
qui est étouffé par les bugs. Elle ne critique plus seulement sa politique ou son bilan, elle attaque sa légitimité même. Elle l'accuse de manipulation électorale. C'est fort ça aussi. Le point clé, ça semble être la gestion des législatives anticipées de 2024, juste après les européennes. Pour Le Pen, la faute de Macron, ce n'est pas tant d'avoir dissous, elle admet qu'il en avait le droit, peut-être même le devoir, mais c'est d'avoir ensuite, entre les deux tours, faussé le fait majoritaire d'alternance qui se dessinait. L'image qu'elle utilise est assez parlante, celle de l'arbitre de foot qui prendrait le ballon pour aider son équipe préférée. C'est dévastateur comme image, c'est une accusation frontale de tricherie institutionnelle en quelque sorte. Et cette image est redoutable parce qu'elle parle à l'imaginaire collectif, à l'idée de fair play démocratique. Le reproche fondamental, c'est que Macron aurait refusé de s'effacer devant le verdict populaire quand celui-ci semblait indiquer une volonté d'alternance. Elle oppose son attitude à celle qu'elle juge plus respectueuse des électeurs de Mitterrand en 86 ou de Chirac en 97, qui ont accepté la cohabitation avec une majorité parlementaire d'opposition. Exactement. En somme, elle lui dit: cessez d'être le chef de la majorité présidentielle et devenez enfin le président de tous les Français. L'arbitre impartial qui garantit le bon fonctionnement des institutions, même si ça doit se faire au détriment de votre propre camp. C'est une remise en cause radicale de sa pratique du pouvoir, surtout depuis qu'il a perdu la majorité absolue en 2022. Elle sous-entend qu'il ne respecte plus le pacte fondamental de la Ve République. Et cette délégitimisation de Macron, ça sert bien sûr un autre objectif: positionner le Rassemblement national comme la seule alternative crédible, sérieuse et surtout Prête à gouverner. Son discours, ce n'est pas qu'une critique. C'est un acte de candidature très clair pour Matignon, bien avant 2027. Oui, la phrase « s'il y a une dissolution, si le peuple nous fait l'honneur d'un mandat clair, c'est-à-dire d'une majorité absolue, nous irons à Matignon », c'est limpide. Il n'y a pas de faux fuyant, pas de conditionnel prudent, c'est direct, nous sommes prêts, donnez-nous les clés. Et pour accompagner cette affirmation de puissance, elle commente une opération dédramatisation. Le fameux reset démocratique. Ah oui, ce terme venu de l'informatique. Bien choisi, oui. Ça suggère qu'il suffit d'appuyer sur un bouton pour redémarrer un système qui est bloqué. C'est une façon assez astucieuse de dire « n'ayez pas peur de nous, le vrai danger, l'anomalie, ce n'est pas le RN au pouvoir, c'est l'immobilisme actuel, cet enlisement qui mine le pays ». Elle se construit une image de force tranquille, respectueuse des institutions, toujours cette opposition à la vie et république de LFI, face à ce qu'elle décrit comme un système failli dirigé par un gouvernement de papier. Mais la question demeure, est-ce que ce vernis de respectabilité institutionnelle et cette promesse de reset, est-ce que ça suffit à masquer la nature profonde de son parti et les ruptures qu'il propose réellement ? C'est toute la question, évidemment. C'est la question que beaucoup se posent, oui. Mais en attendant, cette stratégie place Emmanuel Macron dans une situation extraordinairement difficile. Quelle est son issue ? S'il cède à la pression et dissout, il prend un risque électoral gigantesque. La possibilité de se retrouver avec un Premier ministre RN et une cohabitation très conflictuelle, c'est réel. Très réel. Et s'il refuse de dissoudre, s'il essaie de tenir avec le gouvernement actuel ou un simple remaniement cosmétique? Alors il s'expose à l'accusation, que Le Pen va marteler sans arrêt, d'enliser le pays, de défier la volonté populaire supposée ou réelle, et de transformer une crise parlementaire déjà sérieuse en une crise de régime. Une crise potentiellement incontrôlable. Il a l'air vraiment coincé entre Charybde et Scylla. C'est précisément le piège politique qu'elle lui a tendu. Et il est redoutablement bien conçu, il faut le reconnaître. Elle utilise les propres outils de la Ve République, l'appel à l'arbitrage présidentiel via l'article 12, contre celui qui détient ce pouvoir. Elle pointe du doigt l'impopularité du camp présidentiel, l'absence, selon elle, de figures capables de rassembler une majorité stable sans repasser par les urnes. Et continuer comme ça sans dissoudre, c'est s'exposer à une ingouvernabilité croissante. Le Pen agite déjà le chiffon rouge du blocage budgétaire à l'automne, probablement en décembre. Elle utilise ce spectre pour forcer la main du président. En soutenant que chaque jour d'attente ne fait qu'aggraver la fracture et le risque d'explosion. Elle joue sur le temps et sur l'usure perçue du pouvoir macroniste. Donc on voit bien, ce n'était pas juste une passe d'armes théâtrale à l'Assemblée. C'est un acte politique majeur, une offensive très calculée pour remodeler le paysage, l'agenda politique. Elle ne se contente pas de réagir, elle essaye de dicter le tempo, de définir les termes du débat pour les mois qui viennent. Elle place Macron devant un choix qu'elle présente comme cornélien, presque
existentielle pour la suite de son mandat, et peut-être même pour la stabilité du pays. Absolument. Le choix qu'elle cherche à lui imposer est brutal, soit une dissolution aux conséquences imprévisibles, potentiellement dévastatrices pour lui, soit un enlisement institutionnel qui pourrait miner ce qui lui reste de légitimité et de capacité d'action, avec un risque de déflagration sociale ou politique à terme. Par cette intervention très offensive, Le Pen cherche clairement à accélérer l'histoire, à précipiter une clarification qu'elle pense évidemment être à son avantage. Et la question qu'elle pose, en se déclarant prête pour Matignon, ce n'est peut-être plus tant de savoir si le Rassemblement national arrivera un jour aux responsabilités, mais bien de savoir quand et comment cette arrivée pourrait se faire. Elle essaye de transformer cette perspective, qui a longtemps été vue comme improbable ou dangereuse par beaucoup, en une issue presque logique, voire inéluctable, face à cette situation de blocage qu'elle a décrite de manière si crue. Le compte à rebours qu'elle a tenté d'enclencher avec cette prise de parole semble, qu'on le veuille ou non, avoir commencé. L'horloge tourne, à Matignon comme à l'Élysée.